Jean-Claude Defossé, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est la fin de la diffusion de ce premier dossier tabou, consacré à ce thème assez brûlant de l'intégration. Votre premier constat, c'était de dire que c'était un échec, c'était un parti pris. Vous n'avez pas mis de point d'interrogation, mais plutôt un point d'exclamation. Pourquoi, comme nous le demandent déjà pas mal d'internautes? Justement, je crois que si l'internaute en question a vu le reportage, je crois qu'on peut difficilement dire, dès lors qu'une large partie des Marocains et des Turcs qui sont ici depuis 50 ans constituent, au point de vue du chômage, au point de vue des échecs scolaires, au point de vue de la délinquance, disons, un panel de gens beaucoup plus important que les autres. On sent, bien entendu, je crois que le reportage l'a montré clairement, sans mettre la responsabilité sur les gens, dire que tous ces gens sont en retard dans tous ces domaines-là, on ne peut pas parler de réussite. Ça ne veut évidemment pas dire non plus, comme on l'a dit dans le reportage, que tous les Marocains, que tous les Turcs sont dans ce domaine-là. Mais il y a encore actuellement, et ça c'est le constat, je dirais, négatif, cactus, comme je l'ai dit, qu'il y a encore des problèmes à régler et que l'intégration ne peut pas dire, dans ces conditions-là, être un succès. Alors, il y a Véronique Nazé qui vous pose une question. Pourquoi, arrivés plus ou moins à la même époque, les Italiens ont-ils, semble-t-il, en tout cas, mieux sorti leur épingle du jeu que les Nord-Africains? Écoutez, moi, je n'ai pas une boule de cristal. Vous savez, dans un montage, on prend des morceaux, on ne peut pas prendre tout, mais dans tous les cas, le roi Hassan II, dans un extrait qu'on n'a pas pu mettre dans l'émission puisqu'il faut choisir, lui, il évoquait dans les arguments qu'il proposait pour dire que les Marocains ne pourraient jamais s'intégrer en Europe. Il disait, il y a une question de continent, disait-il, et aussi de religion. Si l'internaute veut aller vérifier sur Internet, c'est pas compliqué. Il n'a qu'à taper Hassan II, YouTube, et il trouvera dans l'intégralité l'interview du roi Hassan II, qui lui donnait en tous les cas comme explication à la non-intégration qu'il croyait impossible, plutôt à l'intégration qu'il croyait impossible, ce genre d'argument. Alors, vous avez posé le problème de la délinquance aussi, et des jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Et Aléa pose une question, où sont les parents ? Mais je n'en sais rien. Justement, Hamid Benichou, ce policier de quartier, un type super sympa et qui connaît bien, comme on dit, le terrain, se plaignait que dans certains quartiers, il ne faut pas généraliser, on ne dit pas les Marocains, les Turcs. On sait très bien qu'il s'agit d'une partie de la communauté. Que ce soit clair, il y en a plein qui ont bien réussi, qui se sont intégrés, etc. Enfin, une partie importante, surtout dans certaines régions, certains quartiers, certaines communes, ne se sont pas bien intégrés. Il est clair que dans certains quartiers, les gosses sont un peu trop à laisser à eux-mêmes, courent les rues, et quelque chose qu'il me plaît à relever, et on les voit aussi dans les statistiques, c'est que les filles qui ne peuvent pas, elles, traîner dans les rues le soir, culturellement, quelque part, ça les brime, entre guillemets, mais en même temps, peut-être cela explique-t-il qu'elles réussissent beaucoup mieux à l'école, et notamment à l'université. Par exemple, ce qui est frappant chez les Marocaines, c'est qu'elles ont un haut pourcentage de réussite à l'université beaucoup plus important, notamment, par exemple, que la communauté turque. Alors, vous imaginez bien que le sujet a provoqué des réactions parfois un peu vives. Certains disent que c'est une approche islamophobe, raciste du problème. Oui. Je voulais que je réponde à ça. Je ne suis pas islamophobe. Je crois qu'on êtes-vous islamophobe? Mais non, c'est ça la question. Est-ce que la démarche journalistique est absolument pas. J'essaie de voir les choses avec, comment dirais-je, avec recul, en essayant de voir ça objectivement. Écoutez, je ne vais pas vous infliger ici. J'ai apporté dans une émission de télévision, vous le savez bien, on ne peut pas assommer les gens avec des chiffres. Mais si j'avais donné tous les chiffres ici qui prouvent, notamment des chiffres qui ont été comment dirais-je, trouvés par la Fondation Armaudouin, 2 enquêtes, l'une sur la communauté turque, l'autre sur la communauté marocaine, qui sont bourrées de chiffres, une étude universitaire qui a été faite en même temps par des chercheurs turcs et en même temps par des chercheurs marocains que belges, prouve que tout ce que j'ai raconté ici n'est qu'une petite partie. Mais les critiques d'islamophobie, est-ce que vous pensez que c'est peut-être dû au fait qu'il y a des sujets qui restent encore tabous, comme le nom de l'émission d'ailleurs, et qu'il est difficile d'appréhender? Brigitte Maréchal le dit en partie dans le reportage. Je crois qu'en effet, ce genre de sujet est difficile à aborder parce qu'on est tout de suite accusé d'islamophobie. Je ne me sens pas islamophobe, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus?
Alors, Sophie Génic pose une question. La place de la femme a été définie, c'est la maternité. Donc là, on parle du président Erdogan. Oui. Voilà à quoi nous sommes réduites pour les hommes musulmans. N'importe quoi, on est encore libre de son corps et dans sa tête. Donc là, elle englobe tous les hommes musulmans. Oui. Je pense que ça Mais aussi, de nouveau, les de... musulmans, les islamophobes, les ceci, c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser. Il y a des. Quelle proportion? Je n'ai pas une machine, une boule de cristal pour le dire. Mais nier que ce qu'on a dit dans l'émission, les témoignages existent, dans quelle proportion? Je ne le sais pas, de manière suffisamment importante, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit parmi la communauté, une partie de la communauté musulmane, turque et marocaine en Belgique qui vivent des choses, c'est indéniable. Et donc, notre devoir de journaliste, c'est de ne pas taire ça. Pour une raison très simple, c'est que comme Brigitte Maréchal nous le disait, ce n'est pas en mettant sa tête comme une autruche dans le sable qu'on va résoudre le problème. Il faut aborder les choses en face. Est-ce que vous trouvez inquiétant qu'un dirigeant d'un pays comme la Turquie tienne des propos aussi forts, aussi scandaleux? Oui, moi personnellement, je trouve... Et que finalement, très peu de gens s'indignent. Écoutez, d'abord, peu de gens le savent chez nous. Pourtant, ces images sont passées aujourd'hui. Bien sûr, mais ça passe comme ça dans le reste. Je rappelle que Erdogan, le président de la Turquie, qui a été Premier ministre pendant des années, est aussi celui qui dirigeait la Diyanet, c'est-à-dire le ministère des cultes pendant toutes ces périodes-là. À la veille des élections européennes, il est venu faire un meeting en Allemagne, à Cologne, pour expliquer, entre guillemets, la bonne parole, avec des sous-entendus plus que clairs, pour qui on va voter, quels sont les bons candidats en Allemagne, etc. C'est évidemment, de mon point de vue, une ingérence inacceptable. Je rappelle aussi que les Turcs et les Marocains, qui ont la double nationalité, on connaissait le beau principe « un homme, une voix ». Non, ici, ce n'est pas un homme, une voix. Les Turcs de Belgique peuvent voter en Belgique, les Belges turcs, je veux dire, et les Belges turcs peuvent voter également en Turquie. Même chose pour les Marocains. C'est quand même assez singulier. Vous ne trouvez pas dans un système démocratique. Vous voulez dire que cela peut favoriser le communautarisme et donc expliquer le fait qu'il semblerait que pour la génération d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, le vivre ensemble? Je ne sais pas. Moi, j'entends en tous les cas des témoins, des gens qui ont une certaine, disons, une certaine durée dans la connaissance de ces problèmes. Certains disent que c'est, entre guillemets, plus grave, plus communautarisé, je ne sais pas si le mot existe, aujourd'hui qu'il y a, disons, 10, 15, 20 ans. Alors, autre question, que représente selon vous l'intégration et qu'attendez-vous des étrangers résidant en Belgique? Écoutez, moi je n'attends rien, hein. Je ne suis pas en tant que journaliste là pour attendre des choses, ni même faire des propositions sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je suis là pour essayer de faire un constat le plus honnête, le plus clair possible. Soyons quand même modestes. Ce n'est pas en 53 minutes qu'on peut faire le tour d'une question aussi complexe, aussi difficile et aussi controversée que celle que nous avons abordée ce soir. Si je réclame un mérite, c'est d'avoir au moins lancé des grelots, d'avoir agité, disons, un peu les esprits et qu'on réfléchisse à la question et qu'on ne fasse pas l'autruche. De nouveau, je répète, des études montrent que le vivre ensemble entre musulmans et non-musulmans s'aggrave et c'est inquiétant. Alors, un commentaire de la part de Nabil, de Forêt, qui dit, et qui, c'est plutôt un compliment, enfin, cette émission est excellente, enfin un peu de franchise. Donc ça va dans le même sens. Oui. Est-ce que c'est un sujet dont on a peur de parler? C'est un sujet, comme on dit, touchy, un sujet délicat, parce que très vite, vous l'avez évoqué vous-même, on se fait traiter d'islamophobe. Cette espèce de facilité qu'on vous envoie à la figure, vous êtes islamophobe, je ne l'accepte pas. En tant que journaliste, nous sommes là pour dire les choses avec le plus d'honnêteté possible, ce que j'ai essayé de faire. Et donc, je n'accepte pas cette accusation un peu facile. On est islamophobe, putain de la haine, comme disent les Flamands, terminé. Non, ça n'empêche pas de faire mon boulot. Alors, de la part de Vincent, c'est un commentaire de la part de Vincent, les difficultés énoncées ne sont-elles pas le résultat d'une mauvaise communication, d'un déficit de communication interculturelle, notamment au niveau des familles? Entre les familles, bon, il est évident que plus on vit dans des ghettos, moins il y a de communication interculturelle, ça paraît assez clair. Quand on vit entre soi, dans quelques communes, il est évident qu'il n'y a pas de communication interculturelle. Mais non, ne nous voilons pas la face. Il y a des sujets qui fâchent, qui ne sont pas faciles à aborder parce qu'il y a une contradiction parfois insoluble. Quand, je ne sais pas, moi, je prends l'exemple des caricatures que l'on vient de vivre maintenant, il est évident qu'il y a deux conceptions qui s'affrontent
et on peut dialoguer parfois avec certains à l'infini, on n'arrivera jamais à les convaincre. Donc le dialogue est évidemment nécessaire, mais la fermeté sur des principes qui nous sont propres est aussi nécessaire. Et donc c'est toute l'équation qu'il faut essayer de résoudre sans pour autant renier à nos valeurs, à nous aussi, tout en respectant les valeurs des autres. Mais il faut avoir le courage de constater que très souvent, les valeurs des deux communautés sont en contradiction, voire même en opposition. Et c'est bien ça le nœud du problème et ce qu'il faudra essayer de résoudre pour arriver à vivre ensemble en harmonie. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de mixité sociale, culturelle. Mais comme le disait d'ailleurs Nadia Gers dans le reportage, quand on est dans une classe comme professeur et qu'on a, je sais pas moi, 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 élèves dans la classe sur 20 qui sont d'origine musulmane et d'autres, quand on veut dialoguer, ça va. Mais quand, par exemple, on est avec un prof qui est avec 100% d'élèves musulmans, il est évident qu'il n'y a plus moyen de dialoguer à partir de nos valeurs. Nos valeurs qui sont tout à fait respectables, notamment au niveau des droits de la femme, de l'égalité de la femme. Ce sont des choses qui, pour nous, ne sont pas négociables. On voit des témoins dans votre reportage, des femmes notamment, d'origine musulmane, Oui. qui expliquent qu'elles doivent vivre cachées, entre guillemets, pour vivre leur vie de femmes européanisées ou occidentalisées. Est-ce que vous avez rencontré pas mal de témoins comme ça qui sont quelque part dans un conflit de loyauté entre leur famille et leur culture qu'elles adorent et aussi cette vie, entre guillemets, européenne à laquelle elles aspirent? Bien sûr, et même parfois de manière caricaturale, des filles, surtout des femmes. Ce n'est pas par hasard dans ce reportage, peut-être que vous l'avez observé, qu'il y a 2 tiers de témoins qui sont des femmes et 1 tiers d'hommes. C'est assez rare. Il faut reconnaître que les femmes dans notre société, y compris occidentale, sont souvent sur un pied d'égalité entre les hommes et les femmes. C'était dans le parti pris de donner la parole aux femmes. Et donc moi je crois que les femmes, dans certains quartiers, par exemple au Ramadan, vous promenez à Molenbeek, moi pas parce que j'ai une tête, si j'ose dire, d'occidentale, mais si vous êtes une femme seule et que vous mangez un sandwich à Molenbeek au moment du Ramadan, j'aime autant vous dire que dans certains quartiers, pas partout, vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. Et ça, c'est intolérable. Le vivre ensemble, c'est évidemment respecter les traditions des autres, mais pas imposer aux autres les traditions. Or, les personnes d'origine maghrébine ou turque sont souvent, parfois, ça dépend des quartiers, si vous habitez Boisfort ou Uccle à Bruxelles, vous n'aurez pas le même problème, sont parfois contraintes, pour avoir la paix, pour qu'on leur, passez-moi l'expression, qu'on leur foute la paix, mettre un voile et faire comme il convient de faire, quitte en stummelings, comme on dit à Bruxelles, les Wallons ne comprennent pas ce mot, mais en catimini, faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça, tout de même, en 2015, dans un pays comme le nôtre, un pays démocratique, pour moi, c'est inacceptable. Alors, commentaire de la part d'Audrey qui dit « Bonsoir, une question me vient à l'esprit. Qu'attendez-vous réellement de l'après-émission? Parce que, mis à part pointer du doigt ce que les gens s'imaginaient déjà et semer la panique dans les esprits faibles, je ne vois pas. » Moi, je ne vois pas en quoi ça sème la panique dans les esprits faibles de dire quelques, je crois, vérités. Qu'est-ce que j'attends de l'émission? Je répète, moi, je ne suis pas ici comme politique, je suis journaliste. Je décris une situation de la manière la plus honnête, par complète, je vais le dire en 53 minutes, ce serait d'une prétention rare. J'ai mis sur la table un certain nombre de problèmes, à d'autres, à des journalistes, à des hommes politiques, à tous les responsables de s'emparer du problème sans les nier. Ce n'est pas mon rôle de journaliste. Moi, je suis là pour montrer des choses, bien ou mal, c'est à chacun d'en juger. Alors, une question de la part de Nicolas qui dit « Bonsoir messieurs, faut-il, vu l'aspect polémique que le sujet génère, interdire le port de signes religieux dans les établissements scolaires supérieurs, à savoir haute école, université, et ou au contraire, tous les autoriser sans exception, en espérant que ma question ne s'éloigne pas trop du thème principal, mais en fait pas du tout. Donc voilà, supprimer les signes religieux ou alors tous les accepter. » Écoutez, ça de nouveau c'est une question politique, j'ai mon opinion. On ne la tranche pas, visiblement. On ne la tranche pas. Mais pourquoi les politiques ne la tranchent pas? Alors, parce qu'on laisse finalement les directeurs d'école, alors là j'ai une explication. Les responsables d'administration livrés à eux-mêmes. À titre personnel, je peux vous dire que je trouve scandaleux que les hommes politiques, d'où qu'ils soient, n'aient pas réussi depuis des années, au moins une décennie, même plus. Excusez-moi, mais vous avez fait de la politique pendant 5 ans. Oui. Pourquoi ne pas avoir tenté de changer les choses? Mais écoutez, vous voulez que je rentre vraiment là-dedans?
en quelques mots, Oui, eh bien, parce qu'en fait, c'est intéressant. Oui. Vous êtes journaliste, vous avez été journaliste, vous Alors, êtes politique. bon, Donc, il y a eu- qu'est-ce qui bloque dans Eh le bien, monde il y politique par rapport à ça? y a eu des propositions, notamment du MR, pour interdire les signes convictionnels. C'est important à dire, pas uniquement le voile. Bien sûr, tout le monde pense surtout à le Donc, ça voile. veut dire, au-delà du voile. Eh bien, au-delà du voile, ils ont fait une proposition qui a été rejetée. On a dit qu'on allait refaire d'autres propositions dans ce sens. Pour l'instant, c'est toujours sans réponse à cette question. Pourquoi? Alors, parce que c'est touchy, parce que je pense que tous les partis politiques savent que quoi qu'ils prennent comme position, ils vont perdre un certain nombre de leurs sympathisants. Particulièrement à Bruxelles. Nous ne tournons pas autour du pot. Actuellement, à Bruxelles, 30 ou 35% de l'électorat est d'origine musulmane. Donc, quelle que soit la position qu'un parti politique prendra, il mettra à dos une partie de l'électorat. Donc le mieux faire, c'est ni pour ni contre, bien au contraire. Et on laisse faire. Et le scandale, de mon point de vue, est celui-ci, c'est qu'alors les professeurs et surtout les directions d'école, c'est elles qui doivent prendre la responsabilité de choisir de oui ou non. Ce n'est pas à elles de choisir. C'est au pouvoir politique de prendre ses responsabilités et instaurer des règles communes pour tout le monde. Sinon, le directeur d'école qui se trouve face à des parents, quoi qu'il fasse, il aura une partie des parents de ses élèves contre lui. Ce n'est pas son job. C'est lui qui est en position d'infériorité dans cette affaire-là. Et le scandale, je perche le scandale, c'est que le pouvoir politique, sur ces questions, de manière claire et nette, n'a toujours pas tranché. Et vous pensez que le pouvoir politique ne va jamais s'attaquer à cette question? On va toujours faire en sorte de retarder le problème? Je n'en sais rien. Peut-être que l'évolution... J'ai l'impression qu'il y a... S'il y a quelque chose qui a peut-être un peu secoué le cocotier, c'est les affaires de Paris, l'assassinat de Charlie Hebdo. Je pense que je sens un frémissement, qu'il y a quelque chose qui peut faire bouger les choses, hélas. Mais moi, je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal, je n'ai pas de la poudre de perlimpinpin que j'ai mangée avant de venir ici pour savoir ce que le monde politique va faire. Est-ce qu'il va enfin prendre à bras le corps ces questions? Je n'en sais rien, nous le verrons bien. Alors, question sur l'enseignement. Cette fois, ce constat n'est-il pas dû également à la défaillance de l'enseignement, de l'éducation et du nivellement par le bas? Alors, évidemment, il est très clair que la solution des choses qu'on a évoquées dans l'émission, notamment l'échec scolaire et le chômage, même si le chômage est dit, même quand on a un bon diplôme, parfois on est victime de discrimination, mais il faut quand même avoir un bon diplôme. Or, les échecs scolaires dans ces communautés-là est plus important pour toutes les raisons qu'on a évoquées. À la maison, on parle le turc, on parle éventuellement l'arabe, on est sur Al Jazeera, on n'a pas la culture. Tout ça a été démontré depuis des décennies. Tous les bouquins de psychologues, Bourdieu et Passeron, des sociologues, ont montré que quand on sort d'un milieu social défavorisé, on réussit en moyenne beaucoup moins bien à l'université. Mais quand, en plus, une couche supérieure de lasagne, si je puis dire, on a un handicap dû à l'origine culturelle et qu'on est un étranger, c'est une couche supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre le paquet, comme on dit vulgairement, sur ces enfants pour leur permettre d'acquérir un diplôme. Et je veux dire autre chose. On dit que l'immigration, c'est notamment Brigitte Maréchal, la professeure d'université, dit dans l'émission, l'immigration est une richesse qu'il faut pouvoir gérer. Une richesse notamment en quoi? Eh bien, notamment au niveau de la natalité. C'est vrai que nous sommes dans une culture vieillissante. L'Allemagne a besoin de jeunes bras. Alors, c'est une richesse que tous ces jeunes, plus tard, paieront la pension pour des gens comme moi, si je puis dire, puisque je ne suis pas un perdre d'année, à une seule condition, c'est que ces jeunes soient formés et aient un diplôme. Sinon, ils vont agrandir le lot des chômeurs. Donc la richesse dépend aussi, si on le voit d'une manière très égoïste, il faut évidemment que ces jeunes aient un travail, qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Tout le monde y a intérêt, y compris la Belgique, y compris les Belges de souche, y compris bien sûr les immigrés. Et donc c'est quelque chose de super important. Tout passe par l'enseignement, par la formation. Alors dans le reportage, vous allez dans une ASBL qui s'occupe des enfants en dehors des heures de cours pour les remettre à niveau, les aider dans leurs devoirs. Et je sais, vous m'avez raconté en revenant de tournage que la plupart des parents qui sont encore très jeunes, de ces petits-enfants, parlent entre eux autre chose que le français ou le néerlandais. Souvent. Comment expliquer ça? Je ne sais Parce que ça engendre aussi des difficultés. Souvent, ils parlent autre chose que le français et de surcroît, en moyenne, la plupart des parents de ces enfants n'ont pas dépassé le niveau secondaire inférieur.
Donc vous pensez bien qu'ils sont le plus souvent, même s'ils sont de bonne volonté, ils sont incapables de donner un coup de main à leurs enfants lorsqu'ils ont des difficultés scolaires. Donc il faut les prendre le plus tôt possible. Tous les pédagogues savent d'ailleurs que c'est dans les premières années de la vie, y compris en gardienne, que les carottes se cuisent, si je puis dire. C'est à ce moment-là qu'on met le paquet sur les jeunes. Il faudrait presque des licenciés, des docteurs, comme dans tous les pays scandinaves, en Finlande, etc. Chez nous, nous avons l'habitude de prendre des enseignants peu diplômés pour le primaire et de plus en plus diplômés en fonction où on monte dans la hiérarchie, si je puis dire, du cursus scolaire. Il faudrait presque faire l'inverse. Parce qu'un gosse qui réussit brillamment son école primaire, il est sur les rails, n'est-ce pas? Après, il faut vraiment une catastrophe pour qu'il ne s'en sorte pas. C'est donc dans l'enseignement primaire et gardien qui, comme on dit vulgairement, il faut mettre le paquet. Ça, c'est un avis d'ancien prof. Alors, commentaire de Maria, plutôt positif, mais quand même teinté un peu de morosité. Donc, bonsoir. J'ai la tristesse de vous dire bravo, monsieur, vous avez totalement raison. Et autre question. Pourquoi la tristesse? Ben, la tristesse de dire que oui, que le constat est triste. Si effectivement il y a une sensation. Je crois qu'elle était triste que j'ai raison. Non. Ça m'a inquiété. Alors le titre de l'émission c'était l'intégration. En tout cas le sous-titre de l'émission c'était l'intégration est un échec. Et un internaute nous dit le point d'exclamation donne l'impression que vous affirmez que l'intégration est un échec. Oui, enfin, est-ce qu'on peut considérer, je vais me répéter là, que l'intégration est une réussite avec le nombre, entre guillemets, de personnes issues de l'immigration qui donc, ce que vous dites, c'est que toute l'intégration, bien entendu, n'est pas un échec, mais qu'il y a encore un trop grand pourcentage de personnes qui sont, entre guillemets, larguées au niveau de l'enseignement, larguées au niveau du boulot. À partir du moment où il y a un décalage entre la moyenne des Belges et une grande partie de la moyenne des immigrés, c'est que l'échec de l'intégration n'est pas réussi. On pourra dire que l'intégration est réussie, je vais faire la balance, lorsque tout le monde sera au même niveau. Et on est loin du compte, hélas. Et pas de la responsabilité. C'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation. C'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation. D'accord. Alors, un commentaire de la part d'André. Avez-vous reçu des pressions suite aux événements récents pour reporter ou annuler cette émission? Non. Non, absolument pas. Cette émission était réalisée depuis septembre, octobre. Elle était, comme on dit vulgairement, dans le tube. Et elle est tombée au moment où nous sommes là. Et elle avait été programmée pour aujourd'hui, quand les événements sont arrivés. Et nous n'avons pas jugé, et moi non plus, utile de la postposer. Je rappelle que dans cette émission, on ne parle ni d'intégrisme, ni d'islamisme, ni de terrorisme, de rien de tout ça. Je ne dis pas que cette analyse dans l'émission ne peut pas avoir un éclairage particulier sur les problèmes que l'on vit actuellement. Tout est toujours important dans les analyses, mais aucune incidence, en tous les cas, sur les événements de Paris ou même de Verviers, sur notre émission, ni dans un sens, ni dans l'autre d'ailleurs. Alors, un commentaire de la part de Jodai. Chaque partie... Jedi, c'est dans un... Alors, chaque parti a été représenté, aucun parti pris. Le retour de Jean-Claude Defossé est un coup de poker incroyablement réussi. C'est gentil, Jean, merci, monsieur. C'est Jedi. Je me demande si c'est pas une jeune femme. C'est le retour de Jedi. Alors, une autre jeune dame, Delphina, j'ai du mal à donner son nom de famille. Alors, que pensez-vous de l'expulsion pure et simple des immigrants ayant commis un délit? Bon, alors, écoutez, moi, de nouveau, je suis journaliste, je n'ai pas à avoir des opinions pour l'avenir, chacun juge. Vous savez que c'est difficile d'expulser des gens belges nés en Belgique. Non, mais justement, ça a été vu dans l'émission, les Marocains et les Turcs, pour l'immense majorité, ont une double nationalité. Donc, ils sont belgo-marocains ou belgo-turcs. J'ai assez montré, je pense, qu'un jeune Turc que j'ai interviewé au le foot, parce qu'on ne peut pas le voir, un gamin de la 3e génération, va devoir faire son service militaire en Turquie. Et il est turco-belge ou belgo-turc. Même chose pour les Marocains. Voilà. Alors, est-ce que, pour autant, s'il commet un délit en Belgique et qu'il n'a vécu qu'en Belgique, on va le renvoyer au Maroc alors qu'il n'y a jamais vécu? C'est une condamnation quand même terrifiante. Hein. Il va retourner à un endroit qu'il ne connaît pas, sauf peut-être en vacances avec ses parents, dans sa famille. Moi, je n'ai pas à prendre position là-dessus. Moi, je suis journaliste. Je mets l'équation sur la table. Chacun, les politiques, en jugeront. Mais moi, je ne vais pas répondre à cette question. Je suis désolé. Même si j'ai une opinion là-dessus. Mais vous ne la connaîtrez pas.
Alors, encore un compliment d'Anne Caudron, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Non. qui vous dit « Tu n'as rien perdu de ta superbe, toujours aussi impertinent, percutant et juste. Bravo ». Alors, question et commentaire un peu plus délicat de la part de Benoît. Selon vous, l'islam est-il compatible avec la démocratie? C'est toute la grande question. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Je crois que dans toutes les religions, dans tous les textes religieux, il suffit de les lire, avoir le courage de lire, il y a comment dirais-je, des textes qui sont, comment dirais-je, violents, qui sont agressifs. Tout dépend de l'interprétation. Et il y a des textes on les interprète comme on veut, ils sont violents, d'autres qui sont... C'est souvent... Dans la Bible aussi. Voilà, tout à fait, je viens de le dire. Il y a plein de contradictions, parfois, dans tous les textes religieux. Est-ce que l'islam est une religion moins compatible avec la démocratie? On peut poser la même question du temps de l'Inquisition chez les chrétiens. Ce qu'on peut peut-être au moins poser comme question, est-ce que la religion musulmane ne doit pas faire un peu son évolution pour qu'elle soit un peu plus compatible avec la démocratie? La religion musulmane est une religion un peu totalitaire, au sens qu'elle s'occupe de tous les aspects de la vie, pas uniquement l'aspect politique. Et faire une césure entre le politique et, je dirais, le privé dans la religion musulmane, c'est une question importante qui pose problème. Je ne vais pas la trancher ce soir, je ne suis pas un spécialiste, mais au moins ça mérite d'être posé. Je trouve que la question est pertinente. Alors, encore un compliment, hein, donc très bon travail journalistique, je vous les lis aussi, hein, les compliments. C'est gentil, ça fait Au plaisir. moins, à RTL, on ose montrer la réalité des choses. Ce reportage met aussi en valeur ceux et celles qui travaillent et qui, avec de la volonté et du courage, réussissent de brillantes études. Finalement, la nationalité n'a pas d'importance, il faut seulement de la volonté. C'est ce que vous pensez? C'est vrai qu'il y a des témoignages aussi très, très, très positifs dans le reportage. Mais pas d'angélisme là-dedans non plus. Toutes les études, tous les sociologues, je cite Bourdieu et Passeron, qui sont deux grands sociologues, qui ont fait déjà il y a 30 ou 40 ans des bouquins qui montrent que le système scolaire, pas seulement pour les immigrés, mais pour l'ensemble de la société, c'est le titre du bouquin, c'est la reproduction. Ça veut dire qu'en gros, majoritairement, les enfants, si j'ose dire, de notaires seront notaires, les enfants d'avocats seront avocats. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Oui, mais si en plus vient se greffer sur ce handicap social des difficultés d'ordre culturel, d'immigration, de culture, ça aggrave le cas. C'est une couche de lasagne supplémentaire. Donc, pas d'angélisme. Bien sûr, le cas d'Afida Bakiwi, le docteur, est extraordinaire. Ça donne de l'espoir à tout le monde, quand on veut ou peut. Mais en tous les cas, statistiquement, ça ne se vérifie pas. Donc il ne faut pas non plus être naïf. Il faut donner des coups de main. Il faut aider ceux qui sont traités de manière égale des situations inégales. Ça veut dire donner des avantages aux plus faibles par rapport aux plus forts. Et ça, c'est pas de mal avec que, si j'ose dire, la grande bourgeoisie des grandes écoles de Bruxelles accepteront qu'on donne plus d'argent dans certaines communes défavorisées au détriment des beaux collèges. Oui. Et donc ça, c'est une question politique qui m'échappe. Mais en tous les cas, la solution, ou une partie de la solution, passe évidemment par là, traiter de manière inégale des situations inégales et favoriser les plus faibles. Ça, c'est une option politique, c'est une option, je dirais, idéologique, dans laquelle chacun peut être amené à réfléchir. Moi, j'ai la mienne, vous le sentez bien. Oui, un petit peu. Alors, commentaire de la part de Michel. Pourquoi les femmes musulmanes portent-elles de plus en plus le voile? Ce n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est un thème que vous abordez dans votre reportage, avec des témoins. Ce qui a changé, moi je pense qu'une des explications, mais je ne suis pas sociologue, je pense qu'il y a une sorte de repli, je l'ai dit, un repli communautaire, une manière de se retrouver en soi, une espèce d'identification, peut-être au-delà du religieux, parce que j'ai eu de nombreuses discussions avec des spécialistes de l'islam. Le voile n'est pas une obligation religieuse. C'est une manière de se regrouper, de s'identifier. Écoutez, moi, je n'ai pas d'explication particulière. Je répète, c'est pas mon boulot. Voilà. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, le commentaire de Manu qui dit que la stratégie du parti politique ayant poussé au vote des étrangers est un succès total. Il parle d'un parti, mais à mon avis, on peut mettre ça au pluriel maintenant, oui. Le reportage montre une des conséquences, le vote communautarisme, qui est la pierre dans la chaussure de la démocratie. Mais c'est évidemment, à partir du moment où, dans chacun des partis, on essaye de faire plaisir à tout le monde, ne jamais froisser personne, de ne pas c'est ce qu'on appelle,
je fais une parenthèse ici. Je viens de lire juste avant de venir qu'au Québec, qui a été le pays où on a le plus favorisé le multiculturalisme et on a inventé l'expression les accommodements raisonnables. C'est un certain Taylor, un philosophe, qui a inspiré ça. Eh bien, je viens de voir qu'au Québec, on fait complètement marche arrière dans ce domaine-là. On estime avoir lâché. Ça veut dire qu'on a tellement lâché de l'Est que sur un certain nombre de valeurs qui font quand même le socle commun en Occident, on a tellement lâché de choses que finalement, ce n'est plus gérable. Donc il y a une espèce de retour en arrière, un retour de flamme sur les conceptions multiculturalistes qui existaient au Québec, et ça c'est quand même assez étonnant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait moins d'acceptation de coutumes culturelles différentes? Écoutez, j'ai vu simplement cet article, sans plus. Je pense qu'une des réponses au Québec et un peu partout d'ailleurs en France, c'est l'idée que l'État laïque, je dis bien l'État, pas les conceptions philosophiques laïques, ce n'est pas la même chose, l'État laïque est une sorte de socle commun qui doit permettre à toutes les religions, sur un plan d'égalité, quelle que soit leur importance, de pouvoir s'exercer en toute liberté, mais dans la sphère privée. Et que de toute façon, les religions et les lois des religions, les textes religieux sont de toute façon au niveau législatif, au niveau légal, subordonnés à la loi du pays. Ça, c'est la condition du vivre ensemble. Un socle commun qui protège toutes les religions, y compris les religions minoritaires. Dans des pays pluralistes comme ceux dans lesquels on vit maintenant, pluralistes au niveau des idées, et c'est très bien ainsi, c'est la seule manière de vivre ensemble, c'est d'avoir un socle commun, un respect commun pour des lois communes, avec bien sûr toute une série de règles qui sont non négociables, du style l'homme et la femme sont égaux, par exemple. Si une religion, quelle qu'elle soit, veut mettre à mal ce genre de règles, ça va poser problème dans un état de droit laïque comme le nôtre. Alors, commentaire de la part de Ravenne. Bravo pour cet intéressant reportage sans tabou. Serait-il possible d'approfondir cette problématique de la double nationalité? Et encore bravo. L'approfondir. Oui, alors la double nationalité, mais vous l'abordez plusieurs fois dans le reportage. Oui, mais il y a des témoignages incroyables de gamins qui sont nés ici, qui sont belges, et qui disent « je vais aller faire mon service militaire en Turquie ». Bon, je prends la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, où on dit « l'homme a le droit de changer de religion, de changer de nationalité, etc. » Mais c'est quand même le minimum d'un droit de dire « moi je ne veux plus être ceci et je veux être ça ». Ça fait partie de la conscience, de la liberté individuelle. Cette obligation légale d'être marocain pour l'éternité et d'être turc pour l'éternité, personnellement, c'est quelque chose qui me heurte. Oui, mais enfin, les témoins qui apparaissent dans le reportage n'ont pas l'air de vivre ça comme une sanction, comme quelque chose de négatif. Ils sont plutôt fiers, ils revendiquent quand même leur origine. S'ils sont fiers d'être comme ça, qu'ils le restent. Mais le problème, c'est quand un Marocain ou un Turc ne veut plus l'être, il doit aller contre toute une série de traditions, voire de lois, voire de stigmatisation qui l'empêchent d'être... Le problème n'est pas seulement le droit de mettre un voile, c'est aussi le droit de ne pas en mettre un. Dans certaines régions, dans certains quartiers, dans certaines écoles, par exemple, il y a des filles qui mettent le voile, comme on dit, pour avoir la paix, pour qu'on ne les oblige pas à mettre le voile. Alors une question un peu plus longue là. Dans l'émission, donc vous illustrez des exemples d'intégration parfaitement réussis en montrant des personnalités publiques, donc ministres, footballeurs, enfin, on aurait pu continuer à la stars de la télé. Oui. Et selon moi, dit cet internaute, un étranger peut parfaitement être intégré et pourtant diplômé ou sans emploi ou au contraire travailleur non qualifié et totalement anonyme. Donc cet extrait de l'émission soulève une question essentielle sur votre définition de l'intégration réussie. Quelles sont les données qui peuvent expliquer, qui peuvent définir une intégration réussie? L'intégration, c'est notamment par l'emploi. Je l'ai dit, je crois, dans le commentaire. J'ai pris ces exemples-là connus parce qu'on les identifie. Mais il y a une myriade, l'immense majorité. J'ai montré que le chômage était plus important chez les Marocains et encore plus chez les Turcs. Mais ce n'est pas pour autant que tous sont au chômage. Donc l'intégration, c'est par l'école, c'est par le travail, c'est par le quartier, c'est par les relations. Et bon, l'immense majorité est évidemment intégrée de ce point de vue-là, c'est clair. Je n'ai pas dit le contraire. Simplement, vous savez, on dit souvent les journalistes ne sont pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure, mais des trains qui déraillent. J'ai pointé les dysfonctionnements de l'intégration et de la démocratie, ce faisant.
Mais ce n'est pas pour autant que tout est mauvais, n'est-ce pas? Cette enquête, ce reportage, vous l'auriez réalisé il y a 5 ans. J'en sais trop rien, franchement, je ne sais pas. Vous auriez osé? Est-ce que le climat était différent? Écoutez, à ce moment-là, j'étais plus journaliste, donc la question... Si, il y a 5 ans, 5-6 ans, vous étiez encore journaliste. Vous savez, moi, je constate que de ces questions, on les discute, on en palabre depuis des décennies. Il y a eu les États généraux, plutôt les assises de l'interculturalité. On a blablaté pendant des semaines, voire des années, en consultant des dizaines... Mais c'est très bien, ça, c'est oui, positif. très bien, mais qu'est-ce que ça a donné? Rien. Rien. Concrètement, rien. Voilà. C'est très bien, il faut réfléchir, il faut dialoguer. Mais au niveau du résultat final, concrètement, dans les lois, dans la manière de vie, moi je ne discerne rien. Ces assises n'ont rien donné concrètement dans la pratique quotidienne, dans le vivre ensemble. On a beaucoup réfléchi. Chaque religion est venue avec son paquet de revendications, de souhaits, comme on disait au Québec, d'accommodement raisonnable. Je ne sais d'ailleurs pas où ça en est. Tout ça est géré un peu aussi à l'emporte-pièce. Dans certaines communes, on est plus tolérant sur le voile pour les enseignants, dans d'autres pas. Ce n'est pas acceptable dans un état de droit qu'il y ait une telle diversité de réactions par rapport à des problèmes qui sont à la fois mineurs, parce qu'on dit qu'est-ce qu'on s'en fout du voile, etc., qui sont aussi majeurs. Il y a là-dedans... Oui, parce que ça tient du voilà. symbole. Donc, certains disent pourquoi est-ce qu'on veut se casser les pieds là-dessus? Non, il y a là-dedans un symbole et quelque chose qui doit absolument être réglé. Que nos dirigeants, une fois pour toutes, règlent ces questions, balisent la démocratie, balisent le vivre ensemble, balisent ce qui est acceptable et pas acceptable, ce qui fait partie du socle commun non négociable. Par exemple, en France, pour l'instant, c'est très clair, le président de la République, Hollande, a encore dit récemment, au niveau, par exemple, des caricatures, au niveau de l'expression, c'est notre manière de faire et ce n'est pas négociable. Et on voit que ça peut provoquer quelques problèmes, n'est-ce pas? Au moment où on parle, on est encore en train de se battre dans la moitié des pays arabes contre le prophète. Donc, il y a des choses qu'il faut peut-être préciser, qui sont celles du vivre ensemble, qui ne sont pas négociables. Voilà. Dans l'enquête, il y a pas mal de personnes qui témoignent à visage masqué. Oui. Elles avaient peur de quoi? Il y a des professeurs, il y a des témoins, il y a un médecin. Elles avaient peur, pour ce qui est des profs, de retourner dans leur classe. De devoir se justifier, des élèves qui vont, etc. Bon, c'est très dur, surtout quand... Seulement les élèves ou aussi les directions? Et aussi les directions, et aussi parfois des collègues qui ne sont pas d'accord. Et pour ce qui est de certains témoignages, c'est surtout, encore plus, je l'ai dit, il y a un médecin qui témoigne, qui avant, j'avais interviewé, il était d'accord que je l'interviewe à visage découvert, et qui m'a téléphoné après les événements. Il m'a dit, bon, j'ai un peu la trouille, enfin j'ai beaucoup la trouille, est-ce que vous ne voulez pas me flouter? C'est inquiétant, n'est-ce pas? Si en 2015, dans une démocratie en Europe, on en arrive sur des questions comme ça, à devoir interviewer des gens parce qu'ils ont peur de s'exprimer pour les représailles, pour la stigmatisation de leur communauté ou de l'école ou des élèves, c'est inquiétant. Moi, c'est peut-être la chose qui, dans l'émission, ce que je retiendrai de cette émission, au-delà de tas de trucs que j'ai découverts plus ou moins... C'est une forme d'omerta encore? C'est une forme d'omerta, et en ce sens, je dirais, l'émission Dossier Tabou se justifie. On a parlé de manière masquée, si je puis dire. On a permis à des gens de parler de choses taboues, dont on ne parle pas, pour toute une série de raisons, de craintes, de représailles, etc., comme je viens de le dire. Alors, encore des compliments, hein, Jean-Jacques, qui vous dit bravo pour l'émission, mais il reste encore beaucoup de questions, évidemment. Et puis le commentaire de Anne, qui dit bonsoir, je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas l'utilisation qui est faite de leur religion. J'ai plein d'amis musulmans qui m'en ont souvent parlé, des valeurs de religion, de leur religion, et je trouve que cette religion a énormément de belles valeurs. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas que leur religion est utilisée par des politiques qui croient plus à l'argent, à la rentabilité des personnes qu'aux valeurs que celles-ci leur inculquent. Oui, je suis d'accord. C'est peut-être même propre à l'usage excessif de toutes les religions, ça. Oui, je pense que ce n'est pas spécifique à la religion musulmane.
Alors, autre question, un peu piquante. Le système associatif belge, c'est donc une question de Francis Hockey, les ASBL bidons, entre guillemets, créés depuis 25 ans pour maintenir une pseudo-paix sociale, sont-elles considérées ou sont-elles à considérer comme un échec de la multiculturalité en région bruxelloise? J'en sais rien. J'ai la modestie de... D'abord, de nouveau, c'est une généralisation. Il y a des tas d'ASBL. Certaines, je pense, sont efficaces, avec des gens formidables, qui font un boulot formidable. Qui tentent de répondre donc dire toutes les ASBL sont géniales et toutes les ASBL sont des nids de fainéants qui ne foutent rien, ce serait absurde de moi. Voilà. Je ne peux pas répondre à une question comme ça. Je n'ai pas une boule de cristal pour vous répondre à une question comme ça. Ça n'a pas de sens de poser une question et de généraliser. Il y a sûrement des gens dans les quartiers, des animateurs de rue, des gens qui font un boulot fabuleux, difficile, etc. Partout. Et il y a peut-être d'autres qui ne font pas leur boulot, qui sont, je ne sais pas moi, des planqués, qui n'en font pas. C'est vrai dans tous les métiers, y compris les journalistes. Alors, Belgique ou Bruxelles, c'est une question de Salomé et de Halima. L'émission vise principalement Bruxelles, mais la Belgique est dense et variée. N'oublions pas que la Flandre et la Wallonie sont aussi peuplées de personnes qui viennent d'ailleurs. Peut-on tirer les mêmes conclusions sur l'immigration pour le reste de notre pays? Écoutez, moi, je crois que ça ne doit pas être tellement différent. Je crois qu'à situation semblable, les réactions sont semblables. Si j'ai décidé pour l'essentiel de faire ça à Bruxelles, parce que c'est à Bruxelles que les concentrations, je l'ai dit, je crois que 7 communes rassemblent 50% des immigrés marocains et 9 communes 45% des immigrés turcs. Donc ça me paraissait tout de même plus facile, peut-être plus démonstratif de mettre surtout le paquet à Bruxelles, mais je ne nie pas du tout qu'à Anvers, notamment à Charleroi et à Liège, ou à Verviers, des problèmes de cette nature existent. Je peux, en 53 minutes, je ne peux pas faire le tour d'une question aussi complexe. Peut-être que l'ambition était-elle démesurée. Je pense qu'une émission comme ça, si elle met quelques petites fléchettes, qui met le doigt sur quelques trucs, et qu'elle a suscité, disons, une réflexion et secoué le cocotier, j'espère qu'elle est arrivée à faire œuvre utile. Voilà. Mais je n'ai pas d'autre ambition. Certains disent que, Nat, par exemple, disent qu'après avoir vu ce reportage, ils sont pris de peur quelque part. C'est anxiogène. Non, je ne crois pas qu'il faut prendre peur. Je pense qu'il faut réfléchir au vivre ensemble, ne pas se mettre la tête dans un sac, ne pas non plus considérer l'autre, le musulman ou le marocain, comme un ennemi ou je ne sais pas, quelqu'un. Je crois qu'il faut se rapprocher, il faut dialoguer. Moi, j'ai beaucoup d'amis marocains et turcs, un peu moins. Alors, justement, je vais rebondir sur ce que vous dites. Donc, c'est une autre question ici. Tout ça n'est-il pas une utopie, en fait, le vivre ensemble? Non. Après avoir entendu les propos du roi Hassan II, partagez-vous la même impression que moi, à savoir que nous faisons fausse route, que l'intégration est une mission impossible, donc une utopie? Deux peuples aux cultures, religions, croyances et mœurs si différentes et opposées ne sont-ils pas tout simplement incompatibles? Ce n'est pas du racisme que de reconnaître nos différences. Non, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a suffisamment d'exemples très positifs dans ce domaine, y compris dans mon quotidien. Je côtoie presque tous les week-ends des amis marocains, des amis qui viennent. Non, je trouve que c'est une manière de voir les choses beaucoup trop carrée. Simplement, il faut réfléchir à enlever, comment dirais-je, les barrières qui, dans une certaine sphère d'une certaine immigration, nous empêchent de... Je crois que ce qui est dangereux, c'est quand on crée des ghettos. Quand on dresse des murs mitoyens entre les communautés, c'est évidemment un ferment. Je vais être un peu inquiétant là. Je pense que quand on crée des sociétés comme ça, on se retrouve bientôt à l'extrême, comme à Beyrouth, n'est-ce pas, où il y a les chiites, les sunnites, les maronites, les chrétiens coptes, et que ceci, et chacun est dans son coin et se regarde par au-dessus du mur. Ça, c'est très dangereux. Et on voit ce qu'il en a été au Liban. Donc il faut se mélanger. C'est le contraire du racisme, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, par boutade, lorsque l'humanité entière sera métissée, il n'y aura plus de racisme. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est quand je vois que 86% des Marocains se marient entre eux, dans la plupart du temps, avec un conjoint qu'on fait venir du Maroc. Chez les Turcs, c'est 93%. Idem, on fait venir encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui.
par parenthèse, c'est pas dans l'émission, 7300 mariages bidons ont été refusés par l'Office des étrangers comme un moyen bidon pour obtenir la nationalité belge en 2013. Vous imaginez. Donc, on ne peut pas dire que quand une communauté se marie à tel point entre elles, que c'est une forme d'intégration. Si, je ne dis pas que c'est scandaleux de se marier, c'est atavique quelque part. Mais à ce point-là, ça montre à quel point il y a une sorte de repli entre les communautés et qu'on ne se mélange pas. Moi, ça, c'est le contraire du racisme, le mélange. Donc, quand on me traite de raciste ou d'islamophobe ou que sais-je, j'oppose justement cet argument-là. Moi, je suis pour les mélanges. Donc, c'est le contraire du racisme. Alors, difficile de ne pas réfléchir, de ne pas penser, évidemment, aux événements de ces derniers jours. Oui. Vous avez évidemment travaillé sur un autre aspect de la question, Oui, oui. mais quand même, lorsque vous avez appris les attentats de Paris, les attentats déjoués en Belgique, est-ce que vous faites le lien entre ces jeunes qui, pour certains, sont nés en France ou en Belgique, qui partent là-bas, qui reviennent ici pour commettre des attentats, et l'enquête que vous avez menée sur le terrain? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ah voilà, j'ai peut-être une clé de compréhension là? Non, je n'ai pas une clé de compréhension. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'entends souvent dire que c'est des enfants de quartiers désœuvrés, défavorisés, désespérés qui partent. Et là, ce n'est pas vrai. Il y en a aussi plein d'autres. J'ai vu des cas relativement nombreux de gosses qui réussissent à l'école, qui terminent leur réto ou qui sont épanouis scolairement et tout d'un coup, paf, ils partent en Syrie ou en Irak. Donc cette clé d'explication qui partirait uniquement du fait social du désœuvrement, je pense que c'est un peu pauvre. Je pense que les causes sont multiples et je pense qu'une des principales causes, c'est les problèmes affectifs parfois dans les familles. Ça, c'est un problème. Et deuxièmement aussi, quand on a la malchance pour ces jeunes de tomber sur des prédicateurs habiles, pour les embobiner, comme on dit, pour les endoctriner. Les endoctriner, mais tout ça joue. Le contexte du quartier, le contexte des amis, les mauvaises fréquentations, tout ça joue. Moi, je n'ai pas la prétention, en faisant cette émission, d'avoir une clé d'explication totale sur ce problème, qui est certainement lié à des tas de considérants extérieurs. Mais, vous savez, ce qui nous construit, ce qui nous fait dans la vie, c'est une multitude de causes, de raisons, d'expériences. Et réduire ça à une ou deux me paraît faux. Alors, une dernière question, Jean-Claude Defossé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce tournage? Que vous aviez bien préparé et tout ça. Quel est le moment qui vous a le plus étonné, le plus... Eh bien, ce qui m'a, je l'ai dit, je le répète, le plus étonné, c'est à quel point, sur un sujet comme celui-là, il est difficile de faire s'exprimer des gens concernés dans leur vécu, donc des gens qui ont des choses à dire, qui l'ont, comme on dit vulgairement, sur la patate, pour leur faire sortir de la patate et oser le dire à la télévision publiquement, n'osent pas le dire, ne le disent pas du tout, disent je te dis ça. Hein, et ceux qui l'acceptent pour une bonne part, vous l'avez vu dans l'émission, ce qui n'est pas agréable dans une émission de voir des gens floutés, je le sais. Je préférais quand même faire ça que ne rien avoir du tout. Voilà, ça c'est la chose qui, moi, m'a le plus étonné et aussi le plus inquiété. Merci d'avoir répondu aux questions de tous ceux qui ont suivi cette émission. On vous retrouvera bientôt, donc dans quelques semaines, avec un nouveau dossier tabou. Oui. Je ne vous pose pas la question de savoir lequel. Secret industriel. Secret industriel. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir posé vos questions. À dans quelques semaines sur RTL TVI pour un nouveau dossier tabou. Et merci.